Pour moi, il va créer un espace d'échange, qui soit pas forcément un espace formel, un espace dans lequel il n'y aurait pas de différence entre nous tous, un espace dans lequel on pourrait interagir naturellement sans protocole. Mais en même temps, il est important que ce soit fait de façon structurée et qu'au-delà des 2 heures qu'on passe ensemble, que chacun sorte de là avec quelque chose d'appris. C'est pour ça que si vous regardez sur cette manière, le cours du programme de l'Arson Education, vous voyez, il y a la rubrique de petit junior, non, le dîner junior. Le dîner junior, c'est quoi? Je me suis rendu compte également que la plupart de nous avons des difficultés. D'ailleurs, quand vous avez une présentation pour ceux qui sont sortis, certains sont sortis 10 ans après cette présentation. Il fallait donner un espace où on va prendre la partie. Cette année, c'est bon. Dans les progrès internationaux, j'avais jamais vu que c'est pas normal que ce soit toujours moi. Mon premier financement à l'extérieur a été financé sur mon mémoire. J'ai juste proposé que c'était international. J'ai fait la job partie présenter à l'invitation. Pour dire si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, le dîner junior, c'est pour donner de la visibilité, pour donner de la pratique, pour donner de l'espace où vous pouvez améliorer vos mémoires pour commencer par là. Mais sans être jugé entre nous et dîner, recevoir les critiques. Donc, il vous dira dans la revue déjà, il est question de prendre ceux qui nous ont précédés. Pour que nous qui arrivons aujourd'hui, on sache d'où on vient. Combien d'entre vous savent comment est-ce que ça va être leur commission pour ce pays? Qui s'est rappelé sa première commission qui a été par qui? Pourquoi? Comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure du temps? Où est-ce que nous prenons les choses? Où est-ce que nous savons? Si nous voulons aller quelque part, on doit savoir où on va. L'idée, c'est d'avoir cette fabrication. Je crois que papa vous a dit sa position. On interagit tous, on se connaît tous. Voilà à peu près le projet tel qu'il a été conçu dans le projet. Maintenant, c'est votre projet à tous. Si avec le temps, vous voyez qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on ajoute, on ajoutera ces données sur la base de vos suggestions. Donc, de prime abord, voilà ce qu'est l'astrophysiographie, voilà sa genèse et voilà pourquoi ça va consister. Donc, je repasse la parole à Charles. Nous avons perdu 1 heure. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un cours magistral, c'est un espace d'échange, c'est un espace sans protocole où nous allons vraiment discuter entre nous. N'ayez pas peur, n'ayez pas de limite à échanger avec vos voisins, à savoir qui est, est-ce qu'il faut y travailler, dans quelle école il est, où est-ce qu'il est, ainsi de suite. Informez-vous profondément. Je vais insister sur les points. Vous avez comment faire un espace aujourd'hui. Et ça, il faut savoir que cette salle, aura l'occasion de se présenter directement. C'est l'un de nos partenaires, c'est lui qui nous invite aujourd'hui. Il aura un moment pour nous dire un peu plus. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi cet espace pour un début et pourquoi je suis content que ça soit un de nos partenaires, sinon nos partenaires principaux pour cette première édition de lancement. Donc, pour ceux qui auront plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à vous approcher des responsables des espaces qui sont là et à échanger des informations. De toute façon, au fur et à mesure des états de travail, il va avoir la parole pour vous anticiper sur l'établissement, pour vous l'établissement, pour passer à l'autre. Je vais essayer de faire par moment qui veulent rentrer dans les métiers de santé et qui cherchent à savoir où aller, quels sont les avantages. Ceux que je connais, je ne dis pas que les autres écoles ne sont pas loin, mais j'ai eu la chance de connaître un peu ici. Et je n'hésite pas à appeler ceux que je connais par ici, pas seulement en Guinée, mais dans les autres commissions collèges. Donc, j'ai remis la parole au modérateur qui va introduire, et puis on va passer dans le vif de nos cafés. Peut-être qu'on va commencer par représenter le panel, pour sachez qui est en face de nous. Et puis, à partir de là, Charles va dérouler pour le reste du programme. Merci encore d'avoir pris de votre temps pour votre présent. Et bon café. Merci beaucoup, Valérie. Merci pour cette introduction. Nous n'allons pas vraiment faire dans les trucs très compliqués. On connaît déjà Papa Goa qui vient de se présenter. Il y a Valérie qui a pris la parole. Il y a moi, Charles, qui n'est parmi tant d'autres. Et puis, on a une invitée de marque, une invitée très spéciale qui va nous entretenir sur quelques sujets et qui va se présenter elle-même.
Alors, bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. C'est question de révéler un peu les clés. Alors, je suis docteur, je suis Fatou Boudélien, médecin du travail en service à l'hôpital central de Yaoundé. Et donc, je dis toute ma reconnaissance ici déjà à M. Valéry qui m'associe à ce projet et que je prends aussi à cœur parce que, on va le voir tout à l'heure dans l'intervention, il y a une grande collaboration qui devrait exister entre la kinésithérapie et la médecine du travail. D'où l'intérêt du choix du thème de ce jour pour le lancement du Kofi Kiné, physio-Kofi, comme vous allez choisir de l'appeler. Et vraiment, sentant-vous libre de pouvoir échanger et de créer ensemble cette collaboration. La médecine du travail s'intéresse principalement à la prévention et à la gestion des risques professionnels. Donc, je vais m'arrêter là pour une liste de présentation. Merci, docteur. En dehors de ce panel, nous avons plusieurs autres personnes qui agissent dans l'ombre pour que ce projet puisse aller de l'avant tel que vous le voyez. On aura l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Mais avant de passer à la suite, nous aimerions que l'un des responsables de ISTAS vienne sur le podium nous parler de l'institution qui nous reçoit aujourd'hui. Veuillez l'encourager avec des applaudissements, s'il vous plaît. Sans ISTAS, je ne suis pas sûr qu'on aurait un espace aussi convivial pour pouvoir échanger. Je peux t'aider à distribuer ça, non? Je vais t'aider avec ça. Je peux distribuer. Ok. Bon après-midi à tous et bienvenue à ISTAS. Ok, brièvement, je vais parler de responsable dans le elle est fondée depuis 2014. Nous avons compté de deux manières. La fidèle de l'université. Alors, moi particulièrement, je ne me suis pas présenté. Surveillant général ici à ISTAS, formé à ISTAS, je suis entré par concours dans le MINESUP. Donc, je suis un produit moi-même de ISTAS. C'est cet avantage, quand on se forme bien, quand on se force, quand on se forme bien, on va vous appeler, même si donc voilà l'avantage à ISTAS. ISTAS forme les étudiants. Nous avons un premier cycle, tel que du niveau 1 au niveau 3. Nous avons également les cours de la formation super, je vais dire, de licence professionnelle
valoriser la jeunesse, il faut valoriser la formation. Ça veut plus servir à la baisse. Pour ceux qui sont là, qui n'ont pas fait le master, qui n'ont pas poursuivi, qui se sont arrêtés peut-être les DMS, il est possible pour vous de continuer un peu plus facilement. Ça veut plus servir tout récemment. Donc, il est possible qu'après, il y a des récemment sorti. Que chaque fois. La légèreté dans la formation étudiante, elle est prête à débourser ce qu'il faut pour une formation de qualité. Donc voilà ce que vous pouvez retenir des stages. Ceux qui ont encore la possibilité, qui veulent fréquenter, qui veulent avancer avec les études, moi je vous conseillerais de venir aussi à la stage. Vous allez aussi voir avoir les avantages que nous avons ici à distance. Il y aura d'autres supplémentaires des questions, nous sommes disponibles, nous sommes parmi vous. Je ne suis pas seul. J'ai également expérimental une différence de 2,25 avec une valeur P de 0,11. Résultat statistiquement significatif dans le groupe contrôle et statistiquement non significatif dans le groupe expérimental. Contrairement à l'étude de Romera, de Francisco et Hall, qui finalise en disant que la CEF améliore la qualité de vie et la capacité motrice de la démarche des patients ayant subi un AVC, quelle est plus efficace lorsqu'elle est associée à d'autres techniques de physiothérapie, c'est-à-dire la thérapie conventionnelle. Cependant, les thérapies utilisant la CEF permettent de nos jours de créer des stimulations nerveuses significatives afin de travailler sur la plasticité cérébrale des patients en engageant grandement la participation active de ces personnes. Le phénomène mis en évidence ici est la neuroplasticité qui permet de s'adapter, d'apprendre et de réapprendre, mais aussi de recréer des connexions nerveuses entre les différentes zones du cerveau. En somme, notre étude portait sur l'apport de la CEF dans la récupération de la marge des hémiplégies post-AVC. Notre étude principale était d'évaluer l'apport de la CEF dans la récupération de la marge des hémiplégies post-AVC. Au vu de nos résultats, nous pouvons constater que l'ajout de la CEF à la thérapie conventionnelle a eu une évolution clinique, bien qu'elle ne soit pas statistiquement significative à tous les niveaux de la fonction de la marge de la qualité de vie. Mais notre hypothèse n'a certes pas été vérifiée, mais ceci pourrait être dû à la taille restreinte de l'échantillon, un temps imparti pour la réalisation de l'étude, la participation des patients à plusieurs études au même moment. C'est pourquoi nous pouvons conseiller aux thérapeutes d'utiliser cette thérapie pour une prise en charge pointilleuse et favorable des troubles de la fonction motrice et aux chercheurs d'approfondir les recherches au Cameroun sur cette technique innovante et sur une échantillon plus large et un temps plus long afin de généraliser les résultats. Mesdames et messieurs, nous venons de présenter l'essence de notre travail. Nous avons travaillé à allier rigueur scientifique, allemand humain et critique afin d'avoir une contribution scientifique solide pour la prise en charge des patients hémiplégiques post-AVC. Merci pour votre aimable attention et nous restons à présent à votre disposition pour vos questions, remarques et suggestions. Merci à notre petite sœur de cette présentation. Il nous parlait de l'électrostimulation fonctionnelle en post-AVC. On va, si l'audience a des questions, est-ce que Daniel va répondre à quelques questions? Dans ce cas, est-ce qu'il y a des questions? D'accord, déjà, des questions? Bonsoir, collègue. Bonsoir, monsieur. J'ai une question. La question que je pose, c'est que vous parliez toujours au stade C. Le stade C, vous avez par rapport à quelle classification? Le stade
stade C. Vous parlez de la classification des... Tout à l'heure, quand vous étiez qui est au stade d'évolution C, c'est vrai que c'était écrit. Et quand j'ai vu même demander à mon voisin, est-ce que c'est le stade 5, est-ce que c'est le stade C? Donc, je veux savoir à peu près ce que vous entendez par là, juste pour m'éclairer. Je vais répondre d'abord à votre deuxième question. La simulation électrique tout court et la simulation électrique entités parmi la simulation électrique fonctionnelle qui est dans les hôpitaux où le patient ne participe pas. Généralement, dans nos hôpitaux, lorsque on fait les soins, le patient sont les électrodes fonctionnelles. C'est ça qui est la spécificité. Il y a la participation du patient, comme dans le cas avec la marche. Donc, nous avons fait nos études pendant la simulation, pendant la marche patient. Et pour répondre à la première question, nous avons travaillé à ce subaigu. Enfin, c'est pourquoi dans les j'ai dit tout patient post AVC qui accepte de participer à l'étude, âgé de moins de 10 ans et en phase subaigu et ne présente des maladies pouvant entraver la capacité de travail musculaire. Nous avons travaillé en subaigu. Pourquoi le choix de la phase subaigu? La majorité nous avons choisi en cette phase certaines forces musculaires, lui permettant de faire certains mouvements, lui permettant de faire avec les que ce soit la canne, bien les barres parallèles. Donc, le patient peut déjà faire ce pourquoi on veut travailler, la marche. Nous n'avons pas travaillé sur la les patients présentent déjà la nous travaillons sur les muscles qui sont là pour pouvoir récupérer la force musculaire, évaluer jusqu'au niveau de l'amélioration qu'il y aura au niveau de la marche. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi la phase subaiguë. Merci. Est-ce que la réponse a été satisfaisante? Et pour répondre, je vais juste apporter un point de clarification sur la question qui a été posée dans le cadre de l'électrostimulation fonctionnelle. J'ai présenté un séminaire sur l'électrostimulation récemment. Donc, je vais me limiter, je vais présenter sensiblement une dizaine de fois d'utilisation de l'électrostimulation. On en aura probablement l'occasion dans un de nos cafés où on pourra en reparler en détail. Mais retenez que l'électrostimulation fonctionnelle est celle-là en général qui est orientée vers la fonction. Donc, avec une participation active du patient lors d'un mouvement orienté vers la fonction, qui va être différente de l'électrostimulation, par exemple, antalgique, que vous mettez sur le dos, ou de l'électrostimulation excitomotrice qui a juste pour but de créer un renforcement musculaire produisant une contraction, ou de l'électrostimulation qu'on peut utiliser dans le cadre de la guérison des blessures et ainsi de suite. Donc, je vais limiter l'explication à cela. Pour terminer avec ma question pour la jeune collègue, mes questions ne sont pas techniques en général. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre travail en une phrase simple qui nous dit ce que vous avez fait de façon pratique, le résultat que vous avez obtenu et la plus-value que nous pouvons en tirer pour notre pratique, sans vraiment rentrer dans les chiffres et les termes techniques. Juste nous qui avons suivi votre travail, quelle est la plus-value que ça nous apporte à nous en tant que kinés et comment est-ce que nous on peut en tirer parti dans le cadre de nos pratiques quotidiennes. Merci. Merci pour la question, monsieur. Pour résumer notre travail en une phrase simple, sur le plan pratique, c'est que notre étude a été réalisée sur une période d'1 mois. Mais il y a eu des améliorations sur le plan clinique. Nous conseillons donc aux patients d'utiliser cette thérapie pour une prise en charge des patients et aux chercheurs de refaire des études sur un temps plus long et un grand échantillon afin d'obtenir des résultats plus meilleurs. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Une phrase, une expression, quelque chose de rentrer avec un plus. Quelque chose de très simple.
dans tout ce travail? Non, c'était plus pour une question. Non, je retiendrai simplement que, pour moi, ce que moi je tire de son travail, c'est que l'électrostimulation, la stimulation électrique fonctionnelle, par la plupart des kinés n'est pas suffisamment qui pourrait être valorisée dans la phase supérieure. Ça veut dire que chacun d'entre nous, en réalité, peut se servir de ce qu'elle a fait dans le cadre de la prise en charge de ses patients et notamment dans le cadre de l'amélioration de la marche. Peut-être se rapprocher d'elle pour avoir des détails sur son protocole. Où est-ce qu'elle a des méthodes? Pendant combien de temps est-ce qu'elle a stimulé? Quels sont les paramètres de stimulation qu'elle a utilisés? Et voir comment est-ce que nous pouvons les reproduire à une échelle. Et peut-être tous ceux qui auront... Oui? Sur le même sujet, à collecter suffisamment de données, Ceux qui sont intéressés par le sujet, bien vouloir se rapprocher d'elle pour avoir plus de détails sur son protocole. Et puis, on se met ensemble, ceux qui ont des patients en phase subaiguë peuvent appliquer le même protocole, collecter les données, on va les centraliser et on pourra les publier et chacun d'entre nous pourra participer. Voilà une opportunité, par exemple, pour devenir co-auteur d'un article. Pour ceux qui sont intéressés, vous vous rapprochez d'elle à la fin dans le moment de l'espace, vous prenez les coordonnées, vous échangez, vous créez un groupe et on va travailler sur ça. C'est également ça le but de l'association, créer des interactions de plusieurs thérapeutes, d'où qu'ils soient, utiliser un protocole commun en fonction de leurs intérêts et publier des données locales. Ok? Bon, merci. Une ou deux dernières interventions. Ensuite, nous allons conclure et nous allons passer à la suite du programme. Un instant. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, monsieur. Je suis très content de t'appeler collègue. Ok, merci, monsieur. Je vous remercie pour votre présentation parce que moi, ce qui concerne la neuro, je ne suis pas pour là. Mais déjà, le sujet m'a intéressé, déjà le titre et aussi la question des recherches. Parce que durant ces 2 semaines où il y a eu les soutenances, j'ai parcouru un peu les écoles pour assister aux soutenances et j'étais vraiment très triste du contenu de la recherche et du fond même. Et je me dis, comme Valérie a dit, vous êtes, c'était en initiation à la recherche. Mais ce que vous nous avez montré, c'est démarqué de tout le reste. Vous n'avez pas fait une étude qualitative, quantitative, comme tout ce qui nous rappelle les normalités, l'importance de l'activité, l'importance, c'est important. Non, c'est très bien. Et vous nous avez sorti vraiment quelque chose de concret. Et j'aimerais, comme Valérie a dit, vous avez fait une étude locale avec des données locales. Et elles ne doivent pas rester, comme vous avez fini, on a dit corriger et ensuite à la distance. Non. Faites-nous profiter de ça, faites profiter au monde ce que le Cameroun a produit, ce que vous avez produit. Et je profiterai aussi de lançons tout le monde qui a les mémoires. Et aussi, je sais que parmi nous aussi, nous dirigeons les mémoires des étudiants et ils ont l'effort d'apporter quelque chose de la qualité. Parce que comme j'ai dit, j'ai parcouru, j'étais vraiment très désolé de voir le contenu, que ce soit le fond, que ce soit la forme de la recherche. La recherche, c'est la base. Et c'est là où on établit les EPD. Donc, je pourrais te dire vraiment un très grand bravo et ne t'arrête pas là. Il faudra nous publier ça. D'accord, monsieur. Merci des interventions. Je crois que c'est de M. Anna.
Moi, j'ai une seule question. Est-ce que dans ton thème, il y a des échelles qui nous permettent des échelles scientifiques, parce que tu nous as cité quelques références. Est-ce qu'il y a des échelles qui nous permettent de en danger? La répartition de l'effort organisée de façon anarchique. Retenez ces mots: poste de travail et situation de travail. Ce n'est pas organisé de façon anarchique. Ça veut dire que là où se trouve la table de soins, là où se trouve le volet ergonomique, là où se Moi, je ne vais pas venir travailler sur la même table. Si je travaille sur sa table, je vais devoir surélever mes épaules, me mettre sur la pointe de mes pieds. Au bout de 2 heures, je me détruis. S'il travaille sur une table que j'ai mis à ma hauteur, il va devoir se courber. Au bout de 2 heures, il a détruit son dos. C'est pour ça que nous avons des tables de travail et des surfaces de travail qu'on doit travailler. Donc, chaque fois que vous allez dans un poste de travail, assurez l'espace de travail restreint et encombré. La qualité de notre espace de travail, l'organisation de notre espace de travail. Cet espace, si vous avez tout votre cabinet comme ça, c'est un danger. Les risques de chute, ne pas retrouver le matériel, vous ne pouvez pas être performant.
les hauteurs inadéquates des surfaces de travail, le revêtement glissant, le mobilier des patients inadapté. Si vous regardez la disponibilité et l'état des équipements, regardez la qualité de la table. Je crois que souvent, même quand vous utilisez certaines choses et que le patient regarde, vous-même vous avez honte. Avant qu'il n'entre, vous mettez les draps dessus. Ça va de nos tenues, de notre présentation au mobilier qu'on utilise. Donc, c'est également une de nos responsabilités de nous assurer que le mobilier qu'on utilise est un mobilier de qualité, qu'il est entretenu. Il ne sert pas seulement à soigner. Quand on a fini, notre soin n'est pas terminé. On entretient le mobilier pour être sûr qu'on ne met pas nos patients et nous-mêmes en danger. Et enfin, la condition physique. Vous regardez bien dans lequel état c'est le kiné, un peu comme moi. Pour dire, dans le cadre de formation physique et de l'ambiance de travail, la qualité de l'éclairage, si je ne vois pas bien, comportera des risques. Si c'est trop ébloui, s'il fait trop chaud dans la pièce, si vous avez votre cabinet de kiné dans un espace qui n'est pas aéré, c'est dangereux. Donc, ce sont des facteurs auxquels on doit faire attention. L'isolation sonore, la température dans laquelle on travaille. Si je travaille dans un espace trop froid, le risque, par exemple, dans un espace trop froid, c'est de perdre de la dextérité. Si je travaille dans un espace trop chaud, l'épuisement. Si je travaille dans un espace complètement fermé, l'asphyxie, la suffocation. Donc, assurez-vous, pour vous et vos patients à qui vous faites pédaler des vélos, rouler sur des tapis dans un espace complètement fermé, que c'est dangereux. Les facteurs organisationnels contribuant au risque ergonomique. Donc, j'en ai cité quelques-uns, ce ne sont pas les seuls. La charge de travail, le rythme de travail, ça on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'avant la fin de la journée, il a plus de 18 ou 25 patients. Avant la fin de la journée, il est épuisé. Qu'est-ce qui va se produire avec les derniers patients? Il va bâcler son travail. Il n'est plus attentif. Donc, sachez où sont vos limites. Ça ne sert à rien de prendre 50 patients en une journée. Les 5 premiers auront peut-être des soins de qualité. Le reste, la charge de travail doit être proportionnelle à ce que, en fait, on doit s'assurer que la charge de travail ne nous asphyxie pas. La cadence et l'intensité du travail élevée vont être des facteurs de risque organisationnel. Vous ne devez pas accepter qu'on vous impose un nombre de patients anormal. Soit ce qui va se produire, c'est que vous allez passer trop peu de temps avec un patient pour avoir des soins de qualité, soit vous allez bien travailler sur les premiers et les derniers seront en danger. Mais la mauvaise répartition des pauses. Les gars qui enchaînent des patients, premier sort, deuxième sur la table, troisième sort, quatrième sur la table, sans avoir la moindre pause pour lui, vous êtes en train de vous détruire. Vous devez avoir, si c'est du travail physique que vous faites, ou vous devez, dans les hôpitaux où vous avez travaillé, vous avez fait vos stages, et vous croyez que spatial et l'aménagement, donc l'encombrement de l'espace de travail, la conception économique des locaux. Spatial et l'aménagement, donc l'encombrement de l'espace de travail, la conception économique des locaux. On n'aménage pas un cabinet de kiné de l'éducation n'importe comment. On ne prend pas une pièce et on dépose le matériel à l'intérieur n'importe comment. Le positionnement, la hauteur, le choix de l'équipement, la taille, temps et des urgences, le manque de soutien de la hiérarchie, temps et des urgences, le manque de soutien de la hiérarchie ou des collègues. Je ne vais pas terminer. Je crois que c'est la sous-estimation de ses propres compétences. Ces facteurs psychosociaux vont avoir de l'influence. Si quelqu'un rentre dans un endroit où l'administration est en train de crier, sur lui tout le temps, du matin au soir, tu ne sais rien, tu fais rien, il est sous pression en permanence, ça a des répercussions sur la qualité de ses soins. Je prendrai cet exemple-là. On va passer à la diapositive suivante. Donc, il y a les facteurs des blessures antérieures et l'état de santé générale. Ça, c'est l'un des facteurs physiques. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au début de leur carrière. Moi, j'ai commencé très tôt avec les équipes nationales de volleyball. Je l'ai fait pendant 16 ans. J'ai arrêté cette année. J'ai demandé à partir. Parce que je savais physiquement. J'ai fait ça 16 ans. Je n'ai pas passé 3 mois au même endroit pendant 16 ans.
Et au début, il m'arrivait de prendre 20 patients par jour. De prendre 20 athlètes par jour. Et c'était un rythme insoutenable. Mais à 24 ans, 25 ans, tu as la force pour faire ça. Quand 5 ans passent, le jour où tu cherches à lever le même poids, tu te rends compte que quand le dos signale 2-3 fois, tu commences à comprendre. Sachez que ceux qui ont 22 ans et ceux qui ont 35 ans, là, plus votre âge va passer, plus vos conditions physiques vont changer. Et donc, en général, avec l'âge, on va modifier. Ce n'est plus la force qu'on va utiliser, on va utiliser la technique pour avoir le même rendement. Au départ, peut-être vous êtes inexpérimenté, vous utilisez la force parce que vous êtes inexpérimenté, mais la personne expérimentée va être focalisée sur la technique et sur les techniques de conservation d'énergie et d'autoprotection. La condition physique. Si vous êtes dans une spécialité qui demande qui a des contraintes physiques comme la nôtre, il est important pour vous, en dehors de dire aux patients allez 3 fois par semaine en salle, d'être également ces personnes-là qui vont 3 fois par semaine en salle. Nous devons apprendre à prêcher par l'exemple. Les entraînements de TMS, que ce soit en rapport avec le travail que nous faisons ou avec nos activités extra-professionnelles, ça laisse des répercussions sur notre corps. Sachez que si moi je suis volleyeur, par exemple, et qu'en tant que volleyeur, j'ai utilisé mon épaule, vous savez combien de temps par jour, je prends un exemple d'un volleyeur, un central, vous savez combien de fois il peut sauter en un match? Certains peuvent sauter jusqu'à 200 fois. Certains ailiers peuvent utiliser leurs épaules en un match de 2-3 heures et utiliser son épaule avec une violence particulière plus de 150 fois. Donc, s'il est kinésithérapeute en même temps, vous êtes d'accord avec moi que son activité va avoir des répercussions. Une tendinite de l'épaule va avoir des répercussions sur sa pratique en tant que kiné. Donc, la connaissance de votre corps, des limites de votre corps est importante pour savoir exactement comment est-ce que ça peut avoir des répercussions sur une autre activité. Il faut se connaître, il faut connaître les limites. Si je suis quelqu'un qui est maladif naturellement ou qui souffre d'une maladie chronique, de quelle façon est-ce que cette maladie affecte mon état de santé et affectera ma performance en tant que professionnel de santé? C'est de ça dont on parle en tant que facteur individuel. Les facteurs comportementaux et les compétences, les techniques de manutention, le niveau de formation, la non-utilisation des aides techniques, la précipitation et l'hygiène de vie. Si je passe la nuit en boîte un dimanche et que je finis à 4 heures et que j'arrive au travail à 6 heures, vous êtes d'accord avec moi que je ne serai pas dans un état où je serai concentré? Forcément, en somnolant, je vais passer au-delà. Ce sont des facteurs individuels. Vous n'accuserez pas le matériel pour ça. Vous êtes les seuls responsables. Le niveau de formation. Si je m'amuse parce que j'ai vu sur YouTube comment est-ce qu'on manipule le cou de quelqu'un et on fait craquer, je dis aussi que bon, moi je n'ai pas été formé. C'est facile, je vais faire. Sociaux et la pratique. Il faut savoir que ça va avoir de l'impact sur la qualité de mon travail. Donc, les autres facteurs de risque. Donc, les risques de mauvaise posture. Vas-y. Donc, les risques liés aux mauvaises postures. Je n'en ai pas cité, je ne vais pas prétendre les citer de façon exhaustive. Mais les mauvaises postures que nous allons utiliser dans le cadre de notre travail en particulier, mais ça ne s'applique pas qu'à nous, ça s'applique également aux autres. Les troubles musculo-squelettiques du dos, les lumbagos, les hernies discales peuvent causer des douleurs sévères et chroniques. La fatigue prématurée, donc la mauvaise posture, les mauvaises postures vont entraîner des risques de fatigue prématurée. Pourquoi? En cas de mauvaise posture, on a une sursollicitation de certains groupes musculaires. Et s'ils n'ont pas de temps de repos, ça va entraîner des fatigues chroniques, l'augmentation de la charge de travail inutile, et en cas de mauvaise posture, surtout en cas de mauvaise posture répétée, la chute et les accidents du soignant ou du patient est un risque sérieux. Si je n'utilise pas la posture adéquate, si je n'ai pas la bonne base de sustentation, si je ne garde pas mon dos aligné, la charge que je vais prendre peut me faire mal et peut m'amener à renverser mon patient. Les lésions des épaules et des poignets, les lésions musculaires aiguës, les claquages des élongations, l'impact psychologique et l'absentéisme, la douleur chronique et la peur constante des blessures. Ça veut dire que pour un patient, ces risques-là, qui sont liés aux mauvaises postures, peuvent entraîner, si la mauvaise posture m'a déjà permis de me blesser, m'a déjà entraîné une blessure, la conséquence c'est que je vais avoir peur de me reblesser. Et du coup, cette peur-là peut me permettre de me mettre dans une situation où je mets mes patients en danger. Donc, avec les techniques
fois que je vais tenir quelque chose trop loin de moi, la force résultante va se produire dans le bas de mon dos. Ça veut dire que chaque fois que je lève une charge, je la garde très près de mon corps pour réduire le bras de levier. Coordonner les mouvements et les synchroniser. Le corps ne travaille pas de façon singulière. Pendant que je lève avec mes mains, j'utilise mes pieds. Pendant que je rote, c'est tout mon corps qui rote, la synchronisation. Utilisez le poids de votre corps pour contrebalancer celui du patient. Ce n'est pas la force de mes bras que j'utilise, c'est le poids de mon corps. Si le patient est en train de s'aligner avec moi, ce n'est pas avec mes bras que je pousse, c'est avec mon corps. Je déplace mon centre de masse pour contrebalancer. Ça permet de ne pas utiliser ma force. Je l'ai classé dans les différents. Les erreurs qui sont commises avant, pendant et celles qui sont commises après. Je ne sais pas si vous arrivez à lire quand même. De toute façon, je trouverai le moyen de partager le PowerPoint. Je trouverai le moyen de partager le PowerPoint avec vous dans le groupe pour que vous puissiez la voir. Avant le transfert, l'une des premières tâches, c'est évaluer le niveau de coopération et d'assistance du patient. Avant de transférer le charge, que l'environnement est sécurisé, l'équipement à utiliser est en bon état. OK? En trois, s'assurer que le patient a compris la procédure. Je ne lève pas une procédure sur le patient sans lui avoir expliqué. Et surtout, après lui avoir expliqué, de m'assurer qu'il a compris. En quatre, la hauteur de la surface de transfert. Avant le transfert, on se fait en un rien de temps quand vous avez la routine. Après, adopter des postures sécurisées en précisant les jeux. Et accompagner le patient sans tirer pour éviter le confort. Ça, pendant le transfert. À la fin du transfert, après, le patient. Avec le patient.
négliger la communication avec le patient. C'est une des erreurs qui se produit. La cause, c'est à cause le manque de coordination ou l'explication au patient. Si vous n'expliquez pas au patient, la conséquence sera du stress, mauvaise collaboration lors du transfert. Si il ne comprend pas la procédure, il a peur de la procédure. S'il ne comprend pas la procédure, il ne va pas participer, il ne va pas vous accompagner. Il peut travailler contre vous. Donc, communication claire et implication du patient. Et la dernière, c'est l'utilisation insuffisante des aides techniques. C'est une erreur. Chaque fois que les aides techniques sont disponibles et utilisables, il faut les utiliser. Donc, le non-emploi ou l'emploi correct d'équipements d'aide. S'ils sont disponibles, il faut les utiliser. Et si on les utilise, il faut les utiliser correctement. Les conséquences, si j'ai un lève-personne et que je ne l'utilise pas et que je suis utilisé mes mains, j'utilise une force excessive inutile. Donc, il faut se former à l'utilisation des aides et un suivi régulier. Ça, c'est un algorithme décisionnel qui vous permet de savoir comment est-ce qu'on se comporte dans quelle situation, sur quelle base on décide de ce qu'on va utiliser. Je prends un exemple simple. Si le patient est coopératif et léger, la décision à prendre, c'est un transfert simple assisté. Si le patient est lourd, mais partiellement mobile, je peux utiliser pour son transfert une ceinture ou je peux demander de l'aide. Si le patient est dépendant et lourd, j'utilise un aide-personne mécanique ou une assistance d'équipe. Je ne le fais pas seul. Donc, cet algorithme vous permet donc dans chaque cas de savoir quelle est la conduite lors des transferts. Bien, ça c'est pour ce transfert sécurisé. Les étapes clés. Donc, la première étape, c'est l'évaluation préliminaire du patient. Analyser les capacités physiques et cognitives. Identifier les besoins spécifiques et les risques. La deuxième étape, c'est la préparation de l'environnement. Est-ce que l'environnement dans lequel je vais le transférer, est-ce que le lit, par exemple, est en bon état? Est-ce que le fauteuil est bloqué? Est-ce que le fauteuil ne va pas reculer? Est-ce que le fauteuil peut supporter son poids? Donc, la vérification de l'espace libre, des aides techniques disponibles. Je communique avec le patient. Par exemple, l'explication claire et les procédures. Encourager la participation active. Dans la quatrième étape, c'est le positionnement et la préparation du patient. La mise en position optimale. Je ne transfère pas un patient de n'importe quelle position. S'il est couché et que je dois le transférer dans un fauteuil, la position optimale pour initier le transfert, c'est quoi? C'est le faire asseoir au bord du lit. Donc, c'est le positionnement en position optimale. La protection des zones sensibles et douloureuses. S'il a mal, il ne va pas suivre, il ne va pas collaborer. Et enfin, la réalisation du transfert, l'application des techniques biomécaniques et ergonomiques, l'utilisation des aides techniques appropriées. Donc, voici quelques aides techniques disponibles. Je n'ai pris que les principaux. Ici, c'est ce qu'on appelle un bras de glisse. Si j'ai un patient, que je vais voir par exemple un patient en réanimation et qu'il est mal positionné dans son lit, je vais faire par exemple la kinésithérapie respiratoire. Je ne le tire pas. Si je veux par exemple le remonter, je ne tire pas. Notamment, un bras de glisse permet de déplacer le patient sur une surface plane sans le moindre effort. Il n'y a pas de résistance qui va se produire. Donc la friction est réduite. Ça me permet de déplacer le patient sur une surface très facilement. Si je n'en ai pas, je peux créer un dans la façon dont le lit est fait. Le patient est couché sur un drap au-dessus du drap normal. Et donc je peux me servir de ce drap-là pour le déplacer. Plutôt que de tenir ses épaules et de le tirer dans tous les sens. Le deuxième, vous le connaissez, c'est la ceinture de transfert. C'est une ceinture sécurisée qui est autour du patient et qui a des possibilités de tenir. Donc plutôt que de tenir le patient, disons que ce soit un patient hémiplégique ou un patient avec une autre pathologie, j'ai une plus grande surface d'appui du fait de la ceinture de transfert. Il existe des ceintures faites sur le marché, mais vous pouvez faire les vôtres vous-même. Ce n'est pas compliqué à faire. Je fabrique mes propres ceintures de transfert. Mais il faut les faire correctement si vous décidez de les faire vous-même. Ensuite, il y a les planches de transfert. Les planches de transfert, si le patient est trop lourd et que je ne peux pas le lever, je suis tout petit, au lieu d'utiliser la technique du pivot, j'utilise une planche de transfert. Vous voyez que le patient peut glisser lui-même de son fauteuil à son lit. Ça m'évite. S'il peut faire ça lui-même et que je peux le guider, pourquoi est-ce que je vais mettre mon dos en danger? Et enfin, si je suis tout petit, il y a le lève-personne.
avec les indications. Ça permet d'être sur le lit. Je pourrais vous partager des vidéos dans le groupe. Je pourrais partager des vidéos d'utilisation de chacune. Suivant. Donc, apprenez à connaître ces aides-là et à les utiliser autant que possible. Donc, les démonstrations pratiques, le lever du patient dans le lit. Ça, c'est quelques-unes des étapes. À partir de cette partie, je vais faire, c'est la partie des démonstrations. Qui sait comment est-ce qu'on prend un patient du cubitus dorsal pour le mettre au bord du lit de façon sécurisée? Pour lui et pour le patient. Donc, cette partie va être véritablement orientée sur des démonstrations pratiques parce que, comme je l'ai dit au départ, le café du kiné également a pour but d'arrêter de partir avec quelque chose de technique d'après. Je ne sais pas s'il faut ici que j'arrête et que le médecin du travail prenne le relais et puis nous allons terminer juste par les démonstrations pratiques avant la fin parce que là on va se rapprocher de la fin. Ou que je fasse les démonstrations pratiques et le docteur prenne le relais. Qu'est-ce qu'on préfère? Je termine, vous prenez le relais ou vous prenez maintenant? Qu'est-ce que vous choisissez? Elle prend d'abord, elle intervient et ensuite je vais faire les dernières démonstrations. Parce qu'on aura la démonstration pratique du lever du lit, puis une démonstration pratique, comment est-ce qu'on lève un patient, on le transfère d'un lit à une chaise et comment est-ce qu'on accompagne par exemple à la marche un patient hémiplégique. Voilà les 3 démonstrations qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais permettre au médecin du travail sur la suite. Merci. Merci, Monsieur Valéry, de me passer la parole. Merci à cette tribune qui me donne l'occasion de dire un mot en tant que médecin du travail. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long parce que dans le programme, comme vous avez vu, il y a une présentation principale et les 2 autres experts ou bien le seul expert qui est là donne juste quelques orientations d'un autre angle. Alors, peut-être plusieurs d'entre vous se demandent, le médecin du travail, qu'est-ce qu'il fait? Une fois, on m'a demandé, quelque part, est-ce que le travail est une maladie au point où on a eu à créer une médecine pour s'occuper du travail? Non, il ne s'agit pas en fait de cela. La médecine du travail, c'est une discipline qui est essentiellement préventive. Et qu'est-ce qu'on prévient? On prévient les risques professionnels. En termes simples, c'est pour dire que on ne devrait pas, en allant chercher son gagne-pain, devenir malade ou bien même mourir du fait de son travail qui est plutôt censé nous nourrir, censé nous donner un état de bien-être. Donc, la médecine du travail est née du fait que beaucoup de travailleurs mouraient sur le lieu de travail ou devenaient handicapés, tout simplement parce qu'on ne prenait pas en compte les conditions du travail, on ne prenait pas en compte les risques professionnels. Donc, de façon brève, voilà d'où est née la médecine du travail. Alors, pour revenir au thème qui nous réunit aujourd'hui, nous venons d'écouter une sensibilisation sur les gestes et postures au travail. Et cette sensibilisation peut être faite dans tous les domaines, y compris les travailleurs domestiques que nous avons dans nos maisons. Nous les appelons vulgairement les ménagères, mais c'est des catégories très importantes qui nous aident parce qu'elles nous permettent de travailler. Donc, cette sensibilisation-là, vous-même, vous pouvez la faire.
un peu l'intérêt de ce qui nous amène ici. Normalement, cette formation, ou bien la médecine du travail devait être inclue dans votre curriculum de formation. Juste des modules pour que dès la première année, vous soyez déjà préparé à prévenir les risques que vous pouvez avoir sur le travail. Dans l'entreprise, il commence par l'évaluation des risques. Lorsque je fais affaire au kiné, je commence à me dire quels sont les risques auxquels ils peuvent être exposés, rien que de par leur profession, avant ultérieurement de venir regarder dans quelles conditions ils travaillent, comment est l'éclairage, comment est-ce qu'ils ont aménagé l'espace, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les détails que M. Valéry a déjà présentés. Donc, parmi ces risques auxquels les kinés sont exposés, ce sont les troubles musculo-squelettiques, tout comme tous les personnels de santé. Nous sommes tous exposés aux troubles musculo-squelettiques, mais les kinésithérapeutes, les infirmiers sont encore plus exposés que les autres catégories de professionnels de la santé. Et vous êtes à risque. Le médecin du travail qui est avec vous doit vous faire des sensibilisations qu'on appelle communication pour le changement de comportement. Et donc, ce que M. Labou vient de présenter, nous, on met ça dans le cadre de la communication pour le changement de comportement, tout simplement pour dire que au
Ma main est à plat dans son dos, sa tête est soutenue par mon avant-bras. Je prends mes jambes, je lève, je la sens. Je lève la main sur le poids. Parce que c'est parce que la main qui peut faire. Donc, je garde ce contact à la fin. Certains patients, donc, les raisons pour laquelle il faut garder le contact, c'est quoi? Pour l'enfant, pour l'autre, ça va être. Si je lève le patient qui a une longue couchée, je peux le faire. Quand je le lève, avant tout procédure, la suite est appliquée, je regarde son cou pour voir si elle est sur la tête, très important. Est-ce qu'elle s'assied jusqu'à ce qu'elle soit ça, ne laisse pas le patient seul sur le patient. Ok? Donc, ça c'était une des techniques pour lever le patient dans la position. Donc, ça veut dire que si je veux passer mon patient sur un siège, ça veut dire que je vais utiliser. Dans la deuxième procédure, je vais vous montrer maintenant comment on passe la position assise sur un lit, un fauteuil roulant ou sur une chaise. Malheureusement, notre table est en haut. Dans le monde des j'aurais ajusté la table dans mon qualité pour que le patient soit à la maison. Donc, pour pallier à ça, on peut faire une façon différente. On va passer la position à la chaise, par exemple, au lit. Si c'est un fauteuil roulant, la position en général, c'est triangulaire au lit. Généralement, avec les doigts de lancement à la patiente est assise. Dans la position, je suis face à elle. Si c'est un patient physique, j'avance suffisamment ses jambes. Je bloque les jambes avec mes genoux. Vous avez déjà vu ça avec les patients qui sont ouverts. Si vous ne le faites pas quand vous faites le pression produit, ça va faire garder le contrôle. Si c'est un patient hémiplégique, par exemple, j'ai deux possibilités. Si j'ai la ceinture de soutien, c'est facile. J'avance, considérant que c'est une hémiplégique, je vais lever la main, je vais lui demander de tenir dans votre main. Généralement, c'est ça. Ok. Elle tient dans votre main. Je ne me coupe pas le dos, je fléchis. Les deux mains, si je n'ai pas de ceinture, soit sur les deux fesses, soit avec les deux épaules. Dans son cas, je le mets sur le dos et j'avance le patient jusqu'au bord de la chaise, siège. Ensuite, on va compter par 3 et on va se lever. 1, 2, 3, je tire et je reste. Dans la position de groupe, je regarde. Si elle peut tomber, elle ne peut pas. De cette position-ci, je vais utiliser le poids assisté. Et elle s'assoit.
Donc, si je voulais quitter le siège, la position où elle était, j'aurais fait la même chose. J'aurais tenu, j'aurais tiré pour lever, je garde la position fléchée, j'utilise le poids de mon corps comme contrebalancer. Elle peut parler, dire tant que je ne laisse pas poser, je ne peux pas descendre. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? Elle n'y arrive pas. Donc, je contrôle sa descente. Je suis sûr des gens, toujours. Si je peux la lever, même si elle ne peut pas la lever. La posture du thérapeute. Observez. Pour un patient qui n'est pas énergétique en général, vous pouvez simplement, je peux également le prendre en dessous des aisselles et je tire. How to mind in matter of relationship. Donc, la législation, c'est le sol de la médecine. Parce que quelqu'un ne peut pas s'asseoir sur son lit sans, quelqu'un ne peut pas se coucher sur son lit sans s'asseoir. Vous allez sauter. À bon entendeur, la kinésithérapie, c'est d'abord pour soi-même. On a eu plusieurs illustrations aujourd'hui et le propos de notre père confirme tout cela entre le docteur qui nous a présenté comment la médecine du travail est à la disposition des praticiens que nous sommes et M. Valéry qui nous a présenté comment se protéger soi-même des conduites du praticien. Tout ça est renforcé par les propos de notre père au vu de son expérience sur le terrain qui nous a montré. Alors, aujourd'hui, il est le seul témoin de l'histoire de la kinésithérapie au Cameroun. Et nous devons en profiter au maximum, déjà pour l'accompagner, pourquoi pas pour des mémoires. Des mémoires, ça veut dire l'histoire, son vécu par rapport à la kiné du Cameroun, et pourquoi pas en sortir un ouvrage qui serait publié et lié à l'exposition des écoles. Il est important que nous connaissions d'où vient la kiné. On doit